Hello, everyone, and welcome. We are very happy to welcome you today for the third edition of Paris-Saclay Summit with a very important roundtable, the last of the day, but not the table least, of ronde course. très importante, And la I wanted to dernière start this de la journée, mais roundtable pas with a des little moindres. quote. So, who said, Alors, I'm sure you une know citation. who it is. Savez-vous qui a dit « Donnez-moi un air propre et pas encore les mêmes sornettes climatiques ». J'en ai marre d'entendre ça. Donc, première citation. La deuxième, qui est aussi un petit peu amusante. Il fait froid, il neige à New York. Nous avons besoin du réchauffement climatique. Je suis sûre que vous savez qui a prononcé ces phrases. Alors, disons-le quand même si d'un côté cela peut sembler drôle, c'est en fait effrayant. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé ce débat aujourd'hui avec des chercheurs, des scientifiques et deux étudiants de Centrale Supélec, Marie Yang et Naël. La parole est à eux et ensuite, vous, dans la salle, vous pourrez poser vos questions. Merci, Monsieur Mann, d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons une question personnelle à vous poser en premier lieu. Que pensez-vous du fait d'être américain aujourd'hui? Oula, la nuit va être longue. Merci beaucoup. Je me réjouis de participer à cette conversation. Je remercie Le Point de m'avoir invité. Nous vivons une période importante aujourd'hui, s'agissant de la crise climatique, mais aussi s'agissant d'une crise encore plus grave, peut-être une crise de la démocratie états-unienne. Et comme je l'ai dit souvent, nous avons besoin d'agir pour le climat et pour ce faire, les États-Unis doivent être chefs de file. Nous avons envoyé davantage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que n'importe quelle autre nation. Nous sommes responsables de cette pollution atmosphérique. Les États-Unis, plus responsables que les autres nations. Et de ce fait, nous avons besoin d'agir davantage. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport au fait d'être un citoyen des États-Unis? Eh bien, je dirais, et ça peut sembler peut-être bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des occasions à saisir. Nous pouvons essayer de faire la différence en nous adressant à un public international, en travaillant avec nos partenaires internationaux alors que nous sommes sous pression aux États-Unis et que nous sommes contraints s'agissant de l'action climatique. Celles et ceux d'entre nous qui ont cette volonté, nous devons être en lien avec le reste du monde pour continuer à progresser et à relever le défi de la crise climatique. Donc même en cette période sombre aux États-Unis, voilà ce que nous pouvons faire et j'ai des sentiments mélangés. Mais en tout cas, je pense que je suis d'autant plus motivée que jamais à prendre la parole, à dénoncer les actions délétères de l'administration actuelle, l'administration Trump, par les membres républicains du Congrès, par la Cour suprême aussi conservatrice qui a approuvé son programme. Ce n'est pas trop tard. Ce que j'essaye toujours de partager avec le public, c'est que nous comprenons bien l'urgence de l'action climatique. Nous sommes confrontés à tout un tas de seuils potentiels qui sont dangereux. Il y a un sentiment d'urgence, mais l'agentivité existe. Il n'est pas trop tard pour agir. Le fatalisme, le désespoir, le pessimisme, aujourd'hui, c'est ce qui menace vraiment l'action climatique. Alors, nous avons vu l'administration Trump licencier des scientifiques, geler des fonds destinés à la recherche, dans certains cas, restreindre ou supprimer l'accès à des données publiques. Comment le monde scientifique peut-il faire face à cette réalité? Il semblerait que chaque jour, il y a de nouvelles annonces. Vous avez sans doute entendu parler du fait que l'administration Trump avait fait des annonces concernant l'EPA. C'est une décision de la Cour suprême qui a pris cette décision qui menace l'Agence de la protection environnementale et qui veut retirer le dioxyde de carbone
de cette décision qui indique qu'en fait, le dioxyde de carbone génère une pollution atmosphérique et une pollution de l'eau. Or, c'est l'Agence de protection environnementale qui doit réglementer en la matière. C'est le cas depuis des décennies et l'administration Trump va à l'encontre de cette agence et c'est ce qu'elle fait avec tout ce qui est inscrit dans le projet 2025 qui était une feuille de route pour l'administration Trump. Ce projet a été rédigé par des millionnaires et des milliardaires plutocrates pour utiliser l'administration Trump afin qu'elle défende les intérêts des énergies fossiles. Et c'est là que nous en sommes. Les financements pour la recherche climatique sont attaqués. Ils s'attaquent à des institutions symboliques. L'Institut Goddard de la NASA, très réputé, où il y a eu de grandes expériences. D'ailleurs, c'est là aussi qu'il y a Tom's Diner, le restaurant où les personnages de Seinfeld, cette série télévisée, se rendaient. Eh bien, cet Institut Goddard pour les études spatiales a été attaqué. Le laboratoire de Mauna Loa, aussi à Hawaï, où les concentrations de dioxyde de carbone sont mesurées depuis 1958 pour des raisons symboliques. Maintenant, il s'attaque au Centre pour la recherche atmosphérique car ce sont des institutions symboliques. Ils s'attaquent à ce qui est au cœur de la communauté scientifique. Ils essayent de détruire l'esprit de la communauté scientifique et nous ne pouvons pas leur permettre de réussir. Alors, je ne vais pas beaucoup parler car c'est aux élèves, aux étudiants de prendre la parole, mais il y a un profil sur vous dans le point qui va être publié cette semaine. Et vous m'avez dit que nous pourrions aussi perdre des données, des archives, car l'administration Trump a ordonné à certains chercheurs de supprimer des archives. Oui, c'est ce qui nous inquiète aussi. Nous exigeons un suivi permanent des jeux de données pour pouvoir évaluer les tendances, pour pouvoir vraiment documenter ce qui se passe avec le système climatique. Alors ces efforts déployés pour définancer les satellites climatiques, pour fermer des laboratoires comme celui de NOAA, tout ceci semble se fonder sur l'idée que si nous ne mesurons pas le climat, si nous ne mesurons pas les changements climatiques, alors il va disparaître. Mais ce n'est pas le cas. La planète se fiche de ces mesures. Le réchauffement se poursuit tant que nous continuons à brûler des carburants fossiles. Donc, il ne fait aucun doute sur le fait que les infrastructures scientifiques sont menacées. Les États-Unis souhaiteraient croire, ou en tout cas sont fiers d'être pionniers dans le domaine des sciences et des technologies et du fait que c'est ce qui nous a permis d'arriver là où nous en sommes. Et là, nous sommes face à un gouvernement qui se détourne de cet héritage. Mais nous devons reconnaître que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est différent. Il y a tant de recherche critique qui a lieu ici, en Europe, en France, dans l'Union européenne, en Australie, au Royaume-Uni, en Chine, au Japon, en Inde, partout dans le monde. Donc même si les États-Unis arrêtent de mesurer les changements climatiques, le reste du monde suit la situation, poursuit cet exercice de suivi et ça ne va pas s'arrêter. Vous avez dit que nous étions dans une époque spéciale dans votre livre, Science Under Siege, donc là, les sciences assiégées, vous décrivez les pros comme des professionnels diplômés qui utilisent leur expertise pour semer le doute sur un consensus scientifique bien établi. Oui, Science Under Siege, c'est votre dernier livre. Oui, n'hésitez pas à l'acheter. Je l'ai coécrit avec Peter Hotez, qui est un chercheur dans le domaine de la santé publique, qui a été attaqué par les anti-vax, car il est spécialiste des vaccins et est responsable d'un certain nombre de politiques de santé publique aux États-Unis. En fait, toute science aujourd'hui qui remet en question certaines idéologies sont attaquées ou qui menacent certains intérêts spécifiques. Donc, ceux qui nient le climat, qui ont des idées contraires au changement climatique. D'ailleurs, moi, j'avais rencontré Peter Hotez car nous avions coécrit un chapitre
En 2001, Jean et moi, nous nous connaissions depuis 2001 car nous avons écrit ensemble un chapitre pour le rapport du GIEC. Et nous pensions à l'époque que les décideurs politiques allaient nous écouter, que nous pourrions agir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'industrie des énergies fossiles a redoublé d'efforts pour mener sa campagne de déni. Et d'ailleurs, un membre de notre équipe, en fait, était justement quelqu'un qui, pendant des années, a dit que les données de ces satellites montraient que la planète était en train de refroidir. Et autour de 2005, 2006, un certain nombre d'autres chercheurs ont réussi à obtenir les données de son satellite et ont analysé son algorithme, ou plutôt ont mis en œuvre leur propre algorithme, et se sont rendus compte que ces données satellites montraient en fait que le réchauffement se poursuivait, comme toutes les autres preuves le montraient, ce qui montre qu'il s'agissait d'une erreur algébrique de code qui en fait faisait paraître le réchauffement pour un refroidissement. Cependant, cette équipe de recherche a continué à minimiser les effets des changements climatiques car nombre de ces personnes sont payées, sont financées. Il y a une structure qui incite à cela. Il y a des rémunérations, de la publicité. On leur promet un rôle central aussi dans les débats. En fait, c'est difficile à croire. Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on a publié ce rapport et pourtant le déni du changement climatique existe au plus haut niveau. Le département de l'énergie a employé un certain nombre de chercheurs, y compris ce chercheur que je viens de citer, en début d'année pour rédiger un rapport qui nie les réalités des changements climatiques. Rapport qui devait pouvoir être utilisé par l'Agence de protection environnementale pour remettre en question ce dont je vous ai parlé sur tout à l'heure. Et peu importe ce qui était dans ce rapport, ils ont poursuivi comme ça avait été prévu. Alors, vous dites que certains travaillent pour les plutocrates, donc ceux qui ont de l'argent, ou des États pétroliers comme la Russie, par exemple. Ils doivent convaincre l'opinion publique aussi pour pouvoir mener à bien leurs activités. Pour y parvenir, ils utilisent la désinformation. Vous dites qu'il s'agit de l'une des plus grandes menaces à l'humanité aujourd'hui. Oui, je vous remercie pour cette question. Vous l'aurez compris, moi j'adore les allitérations. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne en français, mais en anglais, on parle des États pétroliers, l'Arabie saoudite, la Russie et les États-Unis. Les États pétroliers, les plutocrates, donc Elon Musk, Rupert Murdoch, ceux qui financent, si vous voulez, nos infrastructures des médias qui sont utilisées pour répandre la désinformation, donc les pros, la presse, donc pas le point, c'est pas ce dont je parle, mais des médias qui suivent une certaine idéologie, mais parfois aussi des médias qu'on pourrait considérer comme mainstream, le New York Times, le Washington Post. Eh bien, ces journaux ont donné la parole à des critiques anti-vax. Et soi-disant, sous le prétexte d'assurer un équilibre des opinions. Ceci dit, il n'y a pas d'équilibre quand il s'agit de questions de science et de faits. Il n'y a pas d'équivalent entre une terre sphérique et une terre plate. Et trop souvent, certaines questions ont été traitées de cette façon en mettant au même niveau certains points de vue. Or, ces 5 P dont je vous ai parlé travaillent de concert pour essayer de créer une infrastructure qui promeut la désinformation, qui la répand. Et je pense que c'est ça la plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés. Les dérèglements climatiques sont une menace existentielle, mortelle. Des pandémies mortelles telles que celle de la COVID-19, qui devrait s'aggraver alors que notre planète continue de se réchauffer, représentent une menace existentielle. Mais la plus grande menace, c'est la désinformation. Et elle se répand dans
la population, il y a des discours anti-science, des faits alternatifs. Il ne s'agit pas uniquement de mésinformation, mais de désinformation intentionnelle qui vise à appuyer certains objectifs. Et nous voyons aujourd'hui avec l'apprentissage par les machines, l'intelligence artificielle, nous constatons que ce que certains observateurs décrivent comme une désinformation infinie. Il y a vraiment une possibilité d'une désinformation infinie. Alors comment combattre ce problème? Car les entreprises de la big tech, de certains réseaux sociaux ne le font pas. Pourquoi? Qui en fait est aux manettes de cet appareil de désinformation? Vous avez parlé de la presse et certaines figures publiques propagent cette désinformation. Alors comment exiger des comptes de leur part dès lors qu'ils désinforment volontairement le public? Et quelle est la responsabilité des médias lorsqu'ils amplifient ou normalisent ces discours? Je vous remercie pour cette question. Il me semble essentiel de dénoncer encore une fois les mauvais responsables. Nous devons critiquer les médias qui vont en ce sens aux États-Unis. CBS, donc, qui est un réseau médiatique, a adopté une politique favorable à Trump au point qu'il ne parle plus tout simplement de certains sujets qui pourraient ne pas plaire au président. Et donc, par exemple, il n'y a plus de sujet concernant les dérèglements climatiques. Peu importe l'héritage du New York Times, du Washington Post, de CBS News, peu importe ce qui a été fait jusque-là. Ce qui compte, c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle. Et je pense que nous devons influencer l'appareil politique en votant. Il faut que les personnes votent et choisissent des décideurs politiques qui veulent mettre en œuvre des réglementations de bon sens, et notamment pour ce qui est des entreprises des réseaux sociaux, mettre en place des politiques qui empêchent ces entreprises de mettre en avant la désinformation. Et la seule manière d'y parvenir, c'est si les personnes qui se préoccupent de ces questions participent aux élections et votent pour des personnes qui, eux aussi, se sentent concernées et qui ne répondent pas à certains intérêts privés. Il faut utiliser nos voix, notre droit de vote. Peut-être que vous avez suivi l'évaluation de la situation aux États-Unis. Il y a eu des manifestations qui ont fait la différence. Par exemple, à Minneapolis, les gens sont sortis dans la rue pour dénoncer des politiques militaristes, fascistes, autocratiques et la volonté de faire taire certaines personnes. Des gens ont vraiment couru des risques pour leur vie parce que ces personnes avaient compris que c'était le moment d'agir. Et ces personnes ont compris comment, à l'avenir, les gens verraient ce tournant historique. Ces assauts contre la science ont également été clairs pendant la pandémie de la COVID-19. Plusieurs milliardaires des énergies fossiles ont participé à créer un mouvement pour la liberté médicale qui a propagé une vision anti-vax de la situation. Est-ce que, selon vous, le discours sur la liberté est de plus en plus utilisé comme un bouclier contre les mesures scientifiques et de santé publique nécessaires? Merci. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce que ces milliardaires plutocrates ou les énergies fossiles comme les frères Koch, ces frères Koch sont des libertariens. Ils ont financé différents think tanks ou des organisations qui font le plaidoyer d'une philosophie libertarienne, à savoir la déréglementation, et ils sont notamment opposés à la réglementation du secteur des combustibles fossiles. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'ils financent des organisations qui remettent en question ce qui est dit par la communauté de la santé publique. Pourquoi est-ce qu'ils vont à l'encontre de politiques par exemple, qui visent à encourager à porter des masques, à s'isoler? Pourquoi soutenir ce mouvement opposé à la vaccination? Pourquoi est-ce que les frères Koch soutiennent ce mouvement? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Eh bien,
au début de la pandémie, cette question de la distanciation sociale, du confinement, eh bien, a provoqué une diminution de la consommation des énergies fossiles. De ce fait, ils perdaient des profits et ils ont décidé de créer des think tanks, des groupes assez similaires aux groupes qu'ils finançaient déjà pour nier le changement climatique. Et mon collègue Peter Hotez ou Anthony Tachi étaient attaqués, ils étaient présentés comme une menace à la liberté. Et c'est ça le thème qui sous-tend ces questions. Donc, ils essayent de dire que les climatologues ou les experts de la santé publique essayent de vous arracher votre liberté en fait de faire du mal à tous les autres et de priver d'autres de leur liberté. En fait, le cadre qu'ils présentent, c'est que les réglementations vous privent de votre liberté. Donc, les vaccins, rester à la maison, les confinements. En fait, vous êtes privé de votre liberté. C'était ça leur argument. Et donc, ils ont essayé de faire appel à l'identité tribale, si vous voulez, des conservateurs, cette idée de la liberté et de les convaincre que l'action climatique est une menace à leur liberté ou que des actions de santé publique de bon sens, comme celles avancées pendant la pandémie de COVID-19, étaient une attaque contre la liberté. Et tout ça pour défendre leurs intérêts pétroliers. Et il y a eu des centaines de milliers de morts aux États-Unis qui auraient pu être prévenus. Cette propagande existe sur les réseaux sociaux, mais les politiques de modération ont été, ces dernières années, assouplies. Par exemple, Elon Musk a réactivé des comptes précédemment bannis pour avoir diffusé des théories du complot. Et après la réélection de Trump, Mark Zuckerberg a plaidé en faveur d'une modération moindre sur ces plateformes. Selon vous, la vérité scientifique devrait-elle être activement protégée dans ces espaces? Et si oui, quel mécanisme pourrait garantir l'intégrité factuelle sans porter atteinte à la liberté d'expression? Merci pour votre question. Alors oui, il y avait des politiques en place sur les plateformes de réseaux sociaux pour essayer de limiter la désinformation, les mensonges en particulier lorsqu'ils sont dangereux, des mensonges notamment liés à la santé publique. Vraiment, ces mensonges ont coûté des vies et les mensonges relatifs à la crise climatique vont aussi coûter des vies. Donc, une responsabilité était admise par certaines de ces plateformes. Cependant, leur philosophie a évolué au fur et à mesure. Il y a eu un mouvement et d'ailleurs, il y a des études assez intéressantes sur ce qui s'est passé. Certains PDG de la Silicon Valley, influencés par des libertariens comme Elon Musk, Mark Zuckerberg et Peter Thiel, voilà, ces personnes-là ont adopté une philosophie plus libertarienne. Et cela a coïncidé aussi avec le deuxième mandat de Donald Trump, sa réélection. Il était utile pour eux d'adopter des politiques qui plaisaient à Donald Trump, à savoir éliminer les garde-fous qui avaient été mis en place pour empêcher la désinformation. Vous pouvez suivre lorsqu'il y a une tendance sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver le point de départ, qui fait la promotion de ça. Eh bien, il y avait beaucoup d'informations qui partaient de la Russie, de l'Arabie saoudite. Il ne s'agissait pas de vrais comptes, mais de robots. Et en fait, c'était auparavant réglementé sur les réseaux sociaux, les trolls et ces faux comptes, mais avec une assistance notamment de l'Arabie saoudite et de la Russie, donc deux États pétroliers dont je vous ai déjà parlé. Donc l'idée était d'acheter Twitter et de l'utiliser pour promouvoir une propagande anti-science et pour supprimer le contenu véritablement scientifique. Et nombre de chercheurs, de climatologues comme moi, de chercheurs de la santé publique ont vu ce qui s'est passé très rapidement au moment où Elon Musk a modifié l'algorithme pour que ceux qui nient les sciences et les défis climatiques puissent être mis en avant grâce à ces changements. Donc nous avons besoin de changer la réglementation qui régit le comportement de ces plateformes et pour ce faire, nous avons besoin d'élire des décideurs politiques qui sont prêts à le faire. Donc
Rapidement, pour ce qui est de la liberté d'expression, je dirais qu'il y a une bonne nouvelle. Vous avez, en 2024, gagné votre procès. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ce sujet? Oui, on m'a accusé, deux médias conservateurs m'ont accusé, on fait des articles en ligne et c'est un groupe qui est fondé par une institution des carburants fossiles. Ils m'ont accusé de fraude scientifique. On m'accuse de cela depuis qu'on a publié la courbe du hockey. C'est une courbe qui montre les anomalies du siècle précédent et on voit que le changement climatique est sans précédent et ça représentait des menaces pour des intérêts privés puissants et ça faisait partie de cet effort de la part des médias conservateurs pour me discréditer, pour discréditer la courbe de la crosse de hockey. Ils m'attaquaient personnellement et je crois que ça a pris plus d'une décennie pour pouvoir obtenir un résultat dans les tribunaux. Il y a donc eu un procès à Washington, D.C., à la Cour suprême de Washington, D.C. Un jury a écouté quelles étaient les plaintes, les arguments de la défense pendant plus de 2 semaines et de manière unanime, le jury a déclaré qu'il y avait eu une diffamation de la part de ces deux auteurs des médias conservateurs. Ils m'avaient accusé de fraude alors qu'il y avait tellement de preuves qui montraient qu'en fait, il n'y avait pas de fraude dans mon travail. Il y a des enquêtes multiples qui ont été effectuées par l'Académie scientifique nationale, la Fondation nationale et des douzaines d'institutions qui ont toutes constaté qu'il n'y avait pas de preuves de faute professionnelle scientifique. Ces résultats scientifiques étaient donc corrects, avaient été validés et plus de 20 ans plus tard, il n'y a pas de crosse de hockey, mais une ligue de hockey qui montre que ce réchauffement climatique est sans précédent. Et ces personnes voulaient me discréditer. Ça fait partie d'un effort plus vaste pour discréditer la science climatique. Et on a enfin eu notre procès. On a gagné notre procès. C'est une victoire importante parce que ça montre que la communauté scientifique comprend qu'il y a un prix au mensonge si on ment sur la science, les scientifiques. Et on a traversé une période assez sombre ces dernières années aux États-Unis. Et au moins une victoire qui montre que la science a gagné. Voilà, ça faisait un peu partie du message au sens large. Ces attaques répétées sur la science ont promu de plus en plus les théories du complot, les mauvaises informations, les fausses informations. Comment est-ce qu'on résiste à cette banalisation de ces attaques contre la science? Et quand ces politiques repoussent les limites, comment les citoyens peuvent-ils rester vigilants et éviter de devenir insensibles? Merci, c'est une très bonne question. Ça peut paraître assez écrasant aujourd'hui, surtout quand on voit que ces plateformes médiatiques sont construites par ces billionnaires, milliardaires, plutocrates et qui se servent de cette plateforme comme d'une arme pour promouvoir l'anti-science. Donc on peut se sentir écrasé par cela aux États-Unis. Aujourd'hui, nos gouvernements sont utilisés comme des armes contre la science. Les plateformes de médias, les organisations médiatiques, de plus en plus se penchent vers ces arguments anti-science, des plutocrates qui achètent une organisation, un média après un média. Et je reviendrai là-dessus, mais nous avons un pouvoir, un contrôle. On a toujours une voix pour s'exprimer. Et récemment, on voit que cela fait la différence quand les personnes analysent, rejettent ces fausses informations, cette désinformation. Il y a une sorte de pureté morale.
une expression sincère de la frustration pour dénoncer les mensonges, la désinformation, les fausses informations. On commence à voir cela se dessiner dans les sondages aussi. Donald Trump, cette semaine, a obtenu les résultats les plus bas de ses 2 mandats, 34%. Et c'est déjà 34% de trop, selon moi, mais c'est les sondages les plus faibles qu'il a obtenus jusqu'à présent. Donc ça fait la différence. Dans une période où on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur la situation, il y a des manifestations à Minneapolis qui ont montré qu'on pouvait toujours faire la différence. On peut combattre ces mensonges. Alors comment on peut procéder? Eh bien, il faut essayer de permettre de donner accès en avance à l'information. C'est bien plus efficace que de détruire le mensonge après une exposition, après que ce mensonge a été partagé. C'est beaucoup plus efficace de l'inoculer en avance. Donc, on a des outils qu'on peut utiliser pour être plus efficace, mais ce qui est le plus important, c'est de se mobiliser, d'utiliser sa voix, de faire partie d'un effort collectif, rejeter tout ce bruit, cette désinformation, cette mésinformation. Vous avez mentionné le fatalisme au début et vous affirmez que c'est politiquement paralysant. Pourtant, certains scientifiques croient sincèrement que certains seuils climatiques sont peut-être déjà irréversibles. Comment concilier le réalisme scientifique avec la nécessité de maintenir l'engagement et l'espoir du public? Merci, c'est une très bonne question. Et on peut lire des faits contradictoires dans les médias tous les jours. Un jour, on va entendre que le réchauffement climatique est en train de stagner, le lendemain qu'on a dépassé un seuil, un tournant. Et il y a effectivement des points de bascule. On parle de la calotte glaciaire. Une fois qu'elle a fondu, ça ne revient pas pendant des centaines d'années. C'est un changement permanent. Quand mon ami Stefan Ramstorm a écrit sur la bande transporteuse, et il y a des points de bascule qui existent dans l'océan qui nous permettent de limiter ce réchauffement climatique autant que cela se peut. Mais la plupart de ces répercussions des événements climatiques extrêmes, ce qu'on a pu constater en Europe, ici ou en Amérique du Nord, tout cela est dû au réchauffement progressif de la planète Terre. Et la science qui nous donne donc du pouvoir, qui nous permet de faire la différence au cours de ces dernières décennies. Et Jean et moi avons écrit ce rapport du GIEC de 2001. Une partie de ce rapport, on a vu des progrès dans la modélisation des systèmes climatiques de la Terre. Et ce qu'on ne savait pas à l'époque, et qu'on sait maintenant, c'est que le réchauffement de la surface de la planète s'arrête une fois que nos émissions carbone sont neutralisées, sont au niveau 0. Donc il n'y a pas d'obstacle physique pour le faire. Il n'y a pas d'obstacle technologique. On a accès à cette énergie climatique propre. Ce sont les obstacles politiques qui existent qui peuvent être surpassés. Donc, si nos émissions carbone sont neutralisées, le réchauffement de la surface de la planète s'arrête. Certaines composantes du système climatique pourraient continuer. On pourra toujours voir peut-être des déséquilibres de systèmes climatiques qui continuent de changer à l'avenir, mais la plupart des répercussions qui nous préoccupent, on peut les surmonter si on agit. Donc, c'est urgent, mais on peut toujours faire la différence, on peut toujours contrôler cela. C'est pour ça que pour moi, le fatalisme, c'est très pervers. Les pros, les propagandistes, la presse dont on a parlé, les États pétroliers, ils ont continué à promouvoir ce fatalisme parce qu'ils veulent que vous vous sentiez découragé, que vous baissiez les bras et que vous pensiez que c'est trop tard pour agir. Peu importe que vous pensiez
que le changement climatique soit réel ou non, cela va toujours vous mener vers ce sentiment qu'on doit abandonner. Une question qui préoccupe les étudiants en ingénierie comme nous. Dans nos écoles d'ingénieurs, on nous dit que les défis technologiques, ce qui est spécifiquement lié au combat contre les crises climatiques, est-ce que vous pensez que le problème se situe au niveau technologique? C'est encore une très bonne question et c'est ce qui me donne du courage. Ce sont les jeunes comme vous qui agissent, qui font des recherches sur le sujet. Vos recherches vont faire la différence dans les solutions climatiques. Et c'est important de reconnaître qu'on a accès à cette technologie. Elle existe aujourd'hui. Et l'argument qui dit qu'il faut qu'on attende, on doit attendre encore 10 ans dans les intérêts des carburants fossiles, ce sont les arguments qui sont avancés. Attendons 10 ans, parce que dans 10 ans, il y aura de très bonnes technologies. Dans 10 ans, ils vous diront, il faut qu'on attende encore 10 ans, parce que dans 10 ans, ça sera encore mieux. Ils veulent que l'on continue à être dépendant des carburants fossiles. Ils ne veulent pas que l'on reconnaisse que les outils existent pour décarboner le monde aujourd'hui. Et ça sera encore plus facile parce qu'il y aura des recherches qui évoluent, qui ne cessent de développer les panneaux solaires, de nouvelles technologies qui vont rendre tout cela encore plus facile, passer à ces niveaux zéro en émissions carbone. Mais on peut déjà le faire avec les technologies qui existent aujourd'hui. Donc il faut arrêter de penser cela. On doit décarboner l'environnement avec les technologies qui existent déjà. Et on va continuer à le faire. Ça va rendre les choses de plus en plus faciles. Le film Don't Look Up montre comment les enjeux sont plus technologiques, politiques que technologiques. Vous avez inspiré le rôle joué par Leonardo DiCaprio dans le film. Qu'apporte la fiction et la culture pop dans la lutte contre le changement climatique? Merci. Bon, j'étais un peu déçue. Je pensais qu'ils allaient trouver quelqu'un qui était plus attirant physiquement que moi, ou que Leonardo DiCaprio. Mais je vais vous dire quelque chose de drôle. J'étais invitée à l'avant-première du film. J'y suis allée avec ma fille. Elle avait 14 ans. Elle allait pouvoir rencontrer Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio. Et au dernier moment, ils ont annulé la fête, la discussion, le panel auquel j'allais participer. Jennifer Lawrence était enceinte, c'était en plein Covid-19, en plein Covid, et ils ne voulaient pas qu'elle soit exposée à cela. Donc on s'est dit, bon, ça ne vaut pas la peine d'aller à New York, prendre l'avion, 2 nuits d'hôtel juste pour regarder un film. Donc Netflix nous a envoyé un code pour qu'on puisse regarder le film ensemble à la maison. Donc je regarde le film avec ma femme, ma fille. Ma fille, Megan, a 14 ans à l'époque, et quelques minutes après le début, elle dit « Papa, c'est toi, c'est toi !» Et il joue ton rôle. Et je dis « Mais non, de quoi tu parles ?» Quelques semaines plus tard, dans un entretien, Léo demande qui l'inspire pour ce film. Et il m'a nommé, moi, spécifiquement, et j'avais travaillé avec lui auparavant, avant le documentaire sur l'inondation il y a quelques années. Donc j'ai appris à le connaître et j'ai peut-être le climatologue, le scientifique qu'il connaissait le mieux, donc c'était pas étonnant qu'il se soit inspiré de moi pour ce personnage un peu étrange. Alors, il n'y a pas de commentaires, enfin, je n'ai pas eu d'affaires, je n'ai pas eu d'affaires extra-conjugales, c'était en tout cas amusant de pouvoir raconter cette histoire et de pouvoir utiliser cette métaphore. Parce que je pense que les films, je parle souvent de l'importance du récit, l'importance des contes, de la fiction. C'est ce qui nous permet de comprendre quelle est la vérité entre le bien et le mal, par exemple le Seigneur des Anneaux. Je pense que le fait de raconter des histoires est important. Les films, la musique, l'art sont importants pour la communication, pas simplement juste sur la science, mais on doit utiliser tous les outils à notre disposition pour pouvoir atteindre, toucher notre public et les décideurs politiques
politique. Et les films sont essentiels pour ça. Donc toutes les occasions que j'ai pour pouvoir travailler avec des personnes comme Leo, Leonardo DiCaprio ou autres, c'est important pour tirer parti de mes connaissances et diffuser un message dans tous les pans de la société. Vous avez parlé de la fiction, on a maintenant une question sur ce à quoi pourrait ressembler un monde durable. Est-ce que vous pensez que le capitalisme est compatible avec la protection de la Terre, de notre planète? Il y a des zones d'ombre grises dans ce qu'on appelle le capitalisme. Le capitalisme avec des réglementations qui n'agissent qu'en faveur des riches et des entreprises. Non, on voit que cela a des effets catastrophiques. Par exemple, Einstein, dans les années 30, a écrit un article où il nous avertissait sur la direction que l'on prenait avec les organisations, les médias privés et le fait qu'ils allaient être consolidés, agir pour défendre leurs propres intérêts privés, promouvoir des points de vue spécifiques dans le monde et que ça allait rejeter certains faits, rentrer en conflit avec certains faits. Donc c'est assez remarquable de constater que la moitié d'un siècle plus tard, on voit que ça a lieu, on voit que nous n'avons plus de règles en place, de réglementations fondamentales en place. Avant, on avait des réglementations sur la concurrence antitrust. Et aux États-Unis, il y avait des lois en place pour empêcher cette consolidation des médias entre les mains d'un certain nombre d'ultra-riches, s'assurer qu'il y avait un équilibre dans notre société. C'est ce qu'on appelait la doctrine de l'équilibre. Pendant des années, les médias devaient fournir un certain niveau de pertinence, de précision dans la manière dont ils écrivaient leurs articles. Et c'était sous l'ère Reagan, on a vu une déréglementation, le retrait de certaines règles qui existaient, qui reconnaissaient qu'une économie de marché ne peut fonctionner pour tout le monde que si les règles ne sont conçues d'une certaine manière afin qu'elles agissent au service de la société. Et on a vu certaines puissances utiliser cela pour influencer les politiques et pour retirer tous ces garde-fous qui étaient en place. Donc si vous me demandez s'il y a un monde alternatif où il pourrait y avoir une économie de marché, mais des règles en place pour mettre en place des garde-fous contre ces excès, on peut imaginer un tel monde. On peut se demander s'il est vraiment possible, parce que quand on place la richesse, le pouvoir entre les mains d'un petit nombre de personnes, c'est la nature humaine d'exploiter cette richesse, ce pouvoir humain. C'est une conversation un peu philosophique et je ne suis pas sûre d'en avoir la réponse, mais ce que je sais, c'est qu'on a besoin de règles fondamentales en place et en ce moment, elles sont retirées par des plutocrates puissants qui ont une influence sur notre politique. Une question sur les formes de gouvernance qui existent aujourd'hui. Les démocraties, les politiques publiques sont façonnées par des cycles électoraux qui favorisent souvent une vision à court terme. Parallèlement, l'opinion publique peut être influencée par de puissants acteurs économiques et médiatiques. En revanche, les régimes autoritaires comme la Chine, qui visent à se positionner comme un leader écologique mondial, peuvent mettre en œuvre des stratégies à long terme de manière plus décisive. Comment évaluez-vous la capacité des démocraties à répondre efficacement à l'urgence du changement climatique? N'hésitez pas à préparer vos questions. C'est une très bonne question et d'ailleurs, on pourrait se demander comment on pourrait poser cette question différemment, mais j'ai des collègues que je respecte et qui m'ont déjà avancé cet argument. Et des régimes autoritaires comme la Chine sont en fait en bonne position pour agir et lutter contre cette crise existentielle, la crise climatique, parce que la Chine paye pour les coûts sur les soins de santé, les dommages environnementaux, la pollution. Ce sont des gouvernements qui comprennent cela, une population vieillissante, le stress
calorifique qui montre à quel point la Chine prend en compte ces aspects-là à cause de la population vieillissante. C'est une technocratie, où on voit que de nombreuses personnes dans des hautes sphères en Chine ont une formation en ingénierie. Donc, ils comprennent la science, ils comprennent les menaces que la crise climatique comprend et donc l'urgence pour agir rapidement. Les économies de marché vont dans une direction où il y a une concentration de la puissance, de la richesse entre les mains de plutocrates qui voient leurs intérêts idéologiques privés rentrer en conflit avec les intérêts au service du bien de la société. Et on peut critiquer la Chine, les problèmes de droits humains, et il y a des domaines où on peut critiquer la Chine, mais on ne peut pas les critiquer sur le climat aujourd'hui parce qu'ils construisent des fermes éoliennes, ils agissent sur l'énergie renouvelable et les États-Unis dénoncent la Chine aujourd'hui en les mettant en lumière mais ils ont rejeté beaucoup plus d'émissions carbone que nous, mais ils en font beaucoup plus sur l'énergie renouvelable aujourd'hui. Et il y a ici ce vide, ce retrait des États-Unis, et la Chine agit ici comme l'adulte dans ce scénario. Ils ont vu cette opportunité, ils en profitent, et ce n'est pas un problème parce qu'aux États-Unis, si la Chine essaye de prendre le pouvoir là-dessus, j'ai l'impression que c'est le cas. La question au public maintenant. Alors, une question dans la salle? On va vous donner le micro. Thanks, Michael, for this passionating debate. Merci beaucoup, Michael, pour ce débat passionnant. J'ai cru comprendre que vous avez été poursuivi par deux personnes qui représentaient des industries puissantes. Si j'ai bien compris, ça a duré une décennie, c'est ça? Est-ce que pendant cette décennie, ces deux personnes ont fait beaucoup d'argent parce que vous avez utilisé tout ce temps à vous battre pour obtenir la vérité? Alors, est-ce que vous êtes battu pour obtenir une compensation financière? Non. Merci. Alors, vous savez, au début, je voulais défendre ma réputation. Quand je travaillais avec Jean et que nous avons rédigé ce rapport du GIEC à la fin des années 90, au début des années 2000, je commençais à être attaqué et Jean aurait sans doute quelques histoires à vous raconter. Moi, je me défendais et j'étais offensée par ces personnes qui remettaient en question mon intégrité, qui me diffamaient et qui remettaient en question mon travail scientifique. D'ailleurs, c'était complètement malhonnête. L'idée était de remettre en question ce graphique en crosse de hockey un peu culte. Et en fait, je me suis rendu compte que ça allait au-delà de ça. Il s'agissait de mon avenir, de notre avenir, de celui de ma fille, des générations futures et du monde dont elles hériteraient. Donc je crois que les enjeux étaient bien supérieurs. Il ne s'agissait pas uniquement de moi. Moi, j'avais l'impression de me battre pour garantir un meilleur avenir pour ma
ma fille, pour les générations futures. Je luttais pour défendre la communauté scientifique et j'ai pris conscience que si j'avais baissé les bras, si je m'étais enfermée dans mon laboratoire, si j'avais travaillé simplement d'arrache-pied et si j'avais disparu de la sphère publique, eh bien, je pense que ça aurait envoyé vraiment un mauvais signal à la jeune génération de chercheurs que nous avons besoin d'autres choses. Et c'est pour cette raison que je me suis battue et je voulais envoyer un message aux autres chercheurs. Je voulais leur montrer qu'il y avait un soutien au sein de la communauté scientifique. Et en fait, différentes organisations de chercheurs, différentes académies des sciences, peut-être même l'Académie française a-t-elle contribué. En tout cas, il y a eu des institutions scientifiques du monde entier qui nous ont soutenus parce que celles-ci avaient compris qu'il ne s'agissait pas d'une attaque contre Michael Eman, ce n'était pas une attaque contre un chercheur, mais une attaque contre les sciences qui aurait des répercussions graves pour l'avenir de notre planète. Et une des choses dont je me réjouis, c'est que j'ai été soutenue par différentes institutions scientifiques, différents collègues et même des républicains m'ont défendu, deux républicains assez célèbres aux États-Unis. Vous vous souvenez peut-être de John McCain, le sénateur John McCain, qui avait été candidat pour les républicains aux élections présidentielles contre Barack Obama. Il s'est exprimé et a critiqué certains républicains qui s'en étaient pris à nous. Et Bill Bollard, qui était à la tête du comité scientifique de la House of Representatives. Et en fait, il y avait des personnes des deux côtés de l'échiquier politique qui reconnaissaient l'importance de la préservation de notre planète. Si vous êtes conservateur, ne devriez-vous pas vouloir conserver l'avenir? Et en fait, moi, ce que j'aime dans le cadre de cet événement, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue, c'est que Le Point, c'est plutôt conservateur. En fait, et il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont dit « Mais comment pouvez-vous participer à un événement de Le Point? Ce sont des conservateurs. » Eh bien, moi, je pense que nous devons avoir ces discussions. On doit trouver des alliés sur l'ensemble du spectre politique, car nous pouvons être d'accord sur certains éléments fondamentaux. On est conservateur, très bien, conservons l'avenir. Alors, je remercie Le Point d'avoir financé cette discussion. Je suis sûre que votre message est passé. Deux questions. Oui, une question là. Si on peut donner le micro. Le Point a aussi organisé une conversation avec Valérie Vincent-Delmotte. Et c'est un honneur pour moi d'être aux côtés de ces personnes. Merci beaucoup, Michael, pour cette contribution très intéressante. Les chercheurs sont attaqués aujourd'hui, certains ont perdu leur emploi. Alors, est-ce que vous pouvez continuer de votre côté vos activités scientifiques? Est-ce que vous avez dû opérer des changements? Alors, moi, j'ai de la chance parce que je travaille à l'Université de Pennsylvania. J'ai un poste de permanent, j'ai des fonds, en fait, qui ne sont pas liés à des subventions du gouvernement. Cela étant dit, nous pourrions sans doute accomplir davantage s'il y avait des fonds qui provenaient de fondations nationales. Et l'administration actuelle réduit le financement des sciences climatiques aujourd'hui. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu d'impact, au contraire, mais je voudrais évoquer un autre sujet. Au mois de novembre, l'année dernière, début novembre, j'ai accepté un poste d'administrateur à l'Université de Pennsylvanie en tant que nouveau provo pour le climat. S'il s'agit d'un nouveau poste, et il me revient de coordonner ce qui se fait à l'Université de Pennsylvanie. D'ailleurs, c'est l'Université Benjamin Franklin. Et je crois que, d'après mes souvenirs, c'était vraiment un ami de la France. Et c'est lui qui a fondé notre université. C'était un scientifique, un chef d'État. Et donc, je suis assez fière d'y travailler. J'ai eu la possibilité de coordonner toutes les activités de l'Université de Pennsylvanie liées au climat. Et c'était juste avant les élections présidentielles que j'ai pris ce poste. Et lorsque nous avons obtenu les résultats, je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup plus difficile
de mener à bien le programme que j'avais établi, et ce, en raison des décisions prises par l'administration qui s'attaquent aux institutions telles que l'Université de Pennsylvanie, justement pour les recherches que nous menons, et qui s'en prend aux climatologues. Il y a quelques mois, l'université, je me suis retiré de ce poste. En fait, l'Université de Pennsylvanie, il y a 2 ans, a adopté une nouvelle politique selon laquelle il ne faut pas traiter de sujets qui pourraient porter à controverse. Et moi, je me suis rendu compte que si je gardais ce poste, je ne pourrais pas continuer à m'exprimer librement, à dénoncer le pouvoir. Je ne pourrais pas, en fait, respecter cette politique. C'est pour cette raison que je me suis retiré de ce poste, parce que je voulais pouvoir continuer à exprimer ma vérité et à exprimer la vérité face au pouvoir. Malheureusement, nous devons quitter cette salle, c'est l'heure, mais je suis sûre que nous allons continuer les débats dehors et nous attendrons votre prochain film, n'est-ce pas? Merci beaucoup et merci également aux étudiants. Merci beaucoup.